RCN. Le son de la différence. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Merci à notre invité Dominique Pocro, donc invité de circonstance, puisque je l'ai expliqué en début d'émission. Éric Prérat, le professeur Éric Prérat, nous a fait faux bond en début d'émission, après nous avoir annoncé qu'il ne traitait pas des questions d'actualité en éducation, alors que... pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas l'habitude de prendre des gens en traite. Je pose des questions, paraît-il, sans concession, mais je présente toujours l'émission, l'esprit de l'émission, et notamment en expliquant que c'est une émission dans l'air du temps. Et l'émission, il était hors de question que l'on passât 1 heure à présenter uniquement son livre sur Condorcet. Cette émission n'est pas une émission de promo classique, mais une émission de débat, d'entretien pour essayer de tirer le meilleur de l'invité dans le cadre de l'ère du temps, des questions d'actualité et des questions thématiques. Donc merci à Dominique Pocro, merci aussi d'abord peut-être à notre technicien Jean-Luc Carl qui a su jongler avec... ma foi, c'est les difficultés qui nous ont été, ces contraintes qui nous ont été imposées à la dernière minute. Bonjour Dominique Pocro. Bonjour, merci d'avoir réagi aussi promptement. J'ai expliqué juste avant que vous étiez directeur de la médiathèque. Vous êtes encore directeur de la médiathèque, même si, paraît-il, vous pensez très fort à la retraite, mais vous êtes toujours directeur de la médiathèque départementale qui se trouve à quelques encablures des studios de Radio Caraïbes. Et nous allons pouvoir traiter de questions qui sont finalement pas si éloignées que ça de l'éducation, mais comme c'est de tradition dans l'émission, je vais vous présenter brièvement, mais je vais surtout vous demander de vous présenter parce que je n'ai pas le temps de brosser et de travailler votre curriculum vitae. Mais on donnera un exemple. Vous avez eu plusieurs métiers dans votre carrière, comme ce sera le cas des générations montantes d'aujourd'hui. Il est extrêmement rare que l'on effectue le même métier et toujours au même endroit. Est-ce que vous avez eu plusieurs métiers? Est-ce que vous pouvez expliquer vous êtes un peu comme les chats avec plusieurs vies professionnelles. Plusieurs vies professionnelles, c'est exact, Philippe Rivet. Ça, le hasard des circonstances, le hasard d'une carrière, une carrière que je présente souvent comme singulière, qui débute le 13 septembre 1976. Je viens de vérifier mon premier contrat de travail comme étudiant salarié. Et puis, des petits boulots comme étudiant salarié, quelques postes de métrox, surveillant. Et puis, une grande partie de carrière comme collaborateur parlementaire, ce qui ouvre des horizons par rapport à la vie institutionnelle, à la vie politique. Et puis, une carrière de fonctionnaire, d'abord à l'État, puis non pas au hasard, mais à la volonté des concours, puisque la fonction publique a cet énorme avantage pour ceux qui veulent un peu travailler, ou travailler beaucoup, de leur permettre une évolution, ce qui fut mon cas, et maintenant fonctionnaire territorial. Alors vous avez dit que je pense à la retraite. Non, c'est la retraite qui pense à moi. C'est un tout petit peu différent. Voilà. Donc vous avez été, on va le rappeler, notamment attaché parlementaire de Job-du-Rupt, qui a été longtemps maire de Tomblaine, député aussi de Nancy pendant plusieurs années. Oui. Vous avez été aussi attaché parlementaire de Daniel Renner, qui a été député du Lunévillois, qui est devenu par la suite sénateur. Vous avez travaillé avec Nicole Fett aussi, qui était député du Toulois, qui était maire de Toul. Vous avez été aussi son directeur de cabinet, son directeur général à la mairie de Toul, à l'intercommunalité. Et vous êtes depuis quelques années, vous savez me préciser le nombre d'années. Eh bien, depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague, 2016, directeur de la médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle. Donc, pour nos éditeurs, expliquez en quoi consiste la vocation, les missions de la médiathèque départementale. Ce n'est pas une médiathèque traditionnelle. Ce n'est pas une médiathèque traditionnelle. En une phrase simple, un peu caricaturale, la médiathèque départementale, c'est la bibliothèque des bibliothèques. C'est-à-dire que nous accompagnons en Meurthe-et-Moselle un réseau d'environ 135 bibliothèques, de la plus petite, du point lecture, à des bibliothèques en milieu urbain. Je pense à Toul, mais on peut penser aussi à Laxou, on peut penser à Séchamps. Nous les accompagnons par le prêt de documents,
qu'il s'agisse de livres, de DVD, de CD, le prêt d'exposition, la proposition d'animation, que ce soit des animations autour de la musique, autour du livre, autour d'illustrateurs. Ça représente combien d'ouvrages qui circulent par an dans le département ? À peu près, je vais vous demander... écoutez, à la louche, on n'est pas à l'unité près. On a 310 000 documents au total. 310 000 documents, dont grosso modo 225 000 livres, dont 99 000 pour les enfants. Et ça, c'est un point important, je le souligne, parce que la médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle est labellisée première page par le ministère de la Culture. Première page, c'est pour les 0-3 ans et leurs familles, faire en sorte que les enfants comprennent, voient, touchent ce qu'est un livre dès le plus jeune âge. Toucher un livre. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on a encore envie de toucher un livre plutôt que de le lire sur tablette. Tout à fait. J'ai coutume de dire, aussi là un peu en forme un peu caricaturale, que pendant très longtemps, dans certaines familles, il ne rentrait qu'un livre, l'annuaire téléphonique. Il n'y a plus d'annuaire téléphonique. Il n'y a même plus de Minitel d'ailleurs. Et bien, c'est aussi notre travail de faire en sorte que cette fracture territoriale, cette fracture sociale, nous puissions lutter contre. Il y a aussi, et pas seulement que dans les milieux ruraux, mais aussi dans certains milieux urbains un peu défavorisés, il faut rapprocher les familles du livre. Et c'est pour ça que le ministère nous a labellisés, car on travaille en transversalité avec une autre compétence obligatoire du département, qui est la protection maternelle et infantile, plus connue sous son acronyme de PMI. Donc j'imagine que les médiathèques départementales, les bibliothèques départementales qui sont gérées par les communes. Non, les bibliothèques départementales sont gérées par les conseils départementaux. Par les conseils départementaux, mais vous travaillez aussi avec des bibliothèques communales. Bien sûr. C'était plutôt le sens de ma question. Qui comptent des salariés ou beaucoup de bénévoles également. Énormément de bénévoles. J'imagine qu'elle travaille avec des crèches, avec les écoles. Alors, notre réseau est constitué, je vous l'ai dit, de 135 à peu près communes. Et il y a des petites, des points lecture, des bibliothèques animées à 80% par des bénévoles. C'est essentiel. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous assurons 70 à 80 jours de formation par an, gratuite, bien sûr, pour ces bénévoles, de manière à ce qu'ils soient au top dans l'exercice de leur bénévolat au service de leurs concitoyens, parce que ça aussi, c'est un vrai enjeu que de savoir consacrer du temps. J'ai vu avec un peu du sourire amusé dans l'actualité sur la réforme des retraites que certains nous disaient « Ah mais oui, mais 2 ans de plus, vous vous rendez compte, vous allez tuer le bénévolat parce que les gens ne vont plus, Est-ce que c'est pas un risque ? Effectivement, la question est incidente, mais est-ce que c'est pas un risque ? Parce qu'il y a beaucoup quand même de bénévoles qui sont encore en bonne santé, qui viennent de prendre leur retraite. J'en connais, et non des moindres. Et qui sont des gens passionnés par la lecture. Est-ce que vous sentez justement sur la passion de la lecture aujourd'hui autant de passion qu'il y a quelques années par rapport à 2016? Est-ce que vous sentez un même intérêt? Quel est le retour que vous avez de vos bénévoles écoutez, par rapport... Alors, le retour sur les bénévoles, la crise du bénévolat ne date pas d'hier. Mais par rapport à la lecture, est-ce qu'il y a toujours autant de monde qui fréquente les points lecture, les bibliothèques municipales? Oui. Et puis, je crois qu'à Nancy, on a une énorme chance pour mesurer l'impact du livre. C'est le livre sur la place et sa fréquentation. Si, comme on pouvait le penser, le livre perdait de son importance, on pourrait imaginer que le livre sur la place perde de son importance. Eh bien, au contraire, non. Il ne perd pas de son importance. Le livre sur la place, c'est le premier salon littéraire déjà dans le calendrier et en importance en France, même s'il était beaucoup imité par la suite dans d'autres villes. Mais c'est le premier salon littéraire ou de lecture, parce que le terme littéraire est parfois connoté un peu trop. Vous avez votre réponse sur l'intérêt du livre. J'allais dire l'intérêt des bons livres. Et il y en a deux. Et qu'est-ce que c'est un bon livre? Un bon livre, c'est compliqué à dire. C'est un livre qui répond aux attentes de lecteurs. Un bon livre pour moi sera peut-être un mauvais livre pour vous. Ou un livre sans intérêt, plus exactement. Il n'y a pas de bon et de mauvais livres. Il y a des livres avec ou pas forcément avec le même intérêt. Moi, je ne sais pas, je peux vous dire quelles sont mes passions en matière de lecture. Moi, j'aime bien les biographies. C'est ce que je vais vous demander. Oui. Quel est votre auteur préféré? Excusez-moi de devancer vos questions, mais on n'a pas préparé, c'est promis juré. Moi, j'aime bien les biographies historiques. J'aime bien les livres d'histoire. La Troisième République, j'apprécie beaucoup.
Et puis, j'ai une petite passion, je ne sais pas si ça intéresse vos auditeurs, j'aime bien les véhicules anciens, les voitures anciennes, et donc ce qu'on appelle les beaux livres sur les voitures anciennes, sur les véhicules anciens en général, je trouve toujours beaucoup de satisfaction avec ces livres. Donc voilà, mais quelqu'un d'autre d'à côté qui n'aime pas la technique ou qui n'aime pas l'histoire va dire bon, ce sont des livres sans intérêt pour moi, je préfère les livres... les romans policiers, Agatha Christie ou autres. J'aime aussi beaucoup la lecture politique. Je vais en profiter pour vous donner mon dernier coup de cœur, si je peux. Oui. Mon dernier coup de cœur, c'est JJSS, une météore en politique, Jérôme Pozzi, universitaire lorrain. Que j'ai commencé de lire là, ces jours-ci, qui est assez remarquable d'ailleurs. Je suis content pour ce JJSS, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a été présent en Lorraine, on va dire, entre 1970 et 1978, qui était notamment député de Nancy. C'est ça, lui qui mandats, réélu en 78, et qui, d'une certaine... réélu en 78, invalidé dans la foulée. Et invalidé. Et c'est un rapport avec la vie locale qui n'aurait sans doute, enfin la vie politique régionale même, qui n'aurait sans doute pas été la même chose, puisque je rappelle simplement qu'il est battu au moment de son invalidation par un dénommé Yvon Tondon, conseiller départemental, à l'époque conseiller général du canton de Pont-à-Mousson. Et qui était longtemps maire de Pont-à-Mousson. Qui a été maire de Pont-à-Mousson, mais surtout député jusqu'en 1986. Et sans doute, la physionomie de la Lorraine n'aurait pas été la même, puisque c'était un sidérurgiste. Il sortait de l'usine de Pont-à-Mousson, et vous vous souvenez, la difficulté, la situation de la sidérurgie économique à ce moment-là en Lorraine. JJSS, de ce qu'on en connaît, de ce qu'on en lit dans ce livre, n'aurait sans doute pas agi pareil que lui. Je ne dis pas mieux ni moins bien, mais pas pareil. Je vais vous poser une dernière question avant de faire la pause musicale. Vous avez choisi Liberté de Reggiani. Je vais rester sur le bon livre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a à peu près la même génération, on a connu la bibliothèque verte. Aujourd'hui, pour les jeunes enfants, on parle plutôt des mangas. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui un manga, une bande dessinée classique à un enfant, ou plutôt un livre avec écrit, on va dire, en prose Ce serait ordinaire? Extrêmement présomptueux de ma part. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la lecture. J'ai beau être directeur de médiathèque, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des bibliothécaires dont c'est le métier. Les mangas, vous avez raison, c'est effectivement... j'allais dire, en toute gentillesse, la folie du moment. Mais tant mieux si ça amène des adolescents, des enfants à la lecture. Le biais du manga, le biais de la bande dessinée, la BD, et on a eu tendance à un moment donné... Tout est bon à prendre pour... Oui, pour venir vers tout est bon à prendre et à lire. Oui, enfin, tout est bon à prendre et à lire, entendons-nous. Soyons raisonnables. Mais si des mangas amènent des ados à la lecture, j'en suis ravi. On a, nous, à la médiathèque départementale, mis en place ce qu'on appelle Planète Ado, une sélection faite par les bibliothécaires d'ouvrages de manière à ce qu'ils soient adaptés à l'âge du public, les ados, et que ceux-ci soient assurés de les retrouver dans les bibliothèques que l'on accompagne. C'est aussi les inciter à aller dans une médiathèque ou dans une bibliothèque de leur commune. La BD, c'est pareil. À un moment donné, on disait la BD. Mais non, la BD, il y a d'excellentes BD sur l'histoire. D'ailleurs, il y a des BD pour enfants, il y a des BD pour adultes. Tout à fait. Et puis, il y a différents... Bon, moi, j'aime bien les classiques. Vous me ferez lire Astérix, Tintin, relire Astérix, Tintin, Lucky Luke. Mais il y a d'autres BD. J'avoue que je ne les connais pas par cœur. Je les lis. Quand je passe dans la médiathèque, j'en prends une parce que la couverture m'attire mon attention. Dominique je l'ouvre Pocro, et je la lis. Je sais, vous êtes un bavard impénitent, mais je ne vais pas vous faire ce reproche puisque vous avez accepté l'invitation au pied levé. On va écouter maintenant Reggiani. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie de Dominique Pocro, directeur de la médiathèque départementale, qui a bien voulu fort gentiment suppléer la défaillance soudaine, brutale, tardive d'Éric Prérat, qui est professeur des universités, philosophe de l'éducation, et qui n'a pas souhaité, finalement, quelques instants avant l'émission, participer à l'émission
Notamment, je pensais l'interroger sur son livre sur Condorcet, mais aussi sur l'actualité et sur l'air du temps et sur les défis du système éducatif, comme il avait été dûment prévenu, comme c'est le cas pour chaque invité. Dominique Pocro, nous nous connaissons depuis longtemps, donc m'a accordé aussi sa confiance et je l'en remercie vivement. Donc nous allons poursuivre notre débat autour de la lecture qui concerne d'une certaine manière aussi l'école, puisque les bibliothèques municipales alimentées, si j'ose dire, en livres par la médiathèque départementale, dont c'est la mission, travaillent avec les crèches, travaillent avec les écoles, travaillent en proximité, travaillent avec les familles pour promouvoir l'image de la lecture, faire la promotion de la lecture, le partage et la pratique de la lecture. Et d'ailleurs, pour donner un coup de projecteur sur ce grand défi qu'est la lecture aujourd'hui, quand on entend souvent dire que les jeunes ne lisent plus, il y a une journée, on va appeler ça un colloque, ou une journée dédiée à la lecture publique avec une invitée quand même exceptionnelle, qui est Sylvie Robert, sénatrice socialiste, qui a réussi à faire voter à l'unanimité, si je ne me trompe pas, une proposition de loi autour de la lecture publique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette journée et de cette loi aujourd'hui, puisque c'est la loi Robert ? Alors oui, effectivement, la loi Robert est une grande loi à différents titres. Vous venez de le rappeler, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, compte tenu de l'atmosphère qui règne aujourd'hui au Parlement, on croit rêver, quoi. Non, moi je pense que justement, on a eu affaire à des parlementaires qui ont compris et qui ont fait appel à la raison plutôt qu'à la passion. Qu'à la passion, voilà, je cherchais mon mot, merci. Donc, Sylvie Robert, sa loi a plusieurs avantages. Elle remonte à quelle année ? Elle a été adoptée, promulguée le 21 décembre 2021. Elle avait déposé sa proposition de loi en février 2021. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide. Et cette loi a plusieurs avantages. Le premier, du côté professionnel, c'est son article 5. Son article 5, il est absolument fondamental pour la profession, car il rappelle que tous les courants d'idées, toutes les productions d'idées, toutes les opinions et les productions éditoriales doivent être présentes dans une médiathèque, quelle qu'elle soit sa nature, départementale ou municipale ou intercommunale, et qu'elles doivent être absentes de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse, et accessoirement de pression commerciale. C'est-à-dire, tous les publics doivent pouvoir se retrouver dans une ligne éditoriale qui est pluraliste. Et il ne peut pas y avoir de pression sur les professionnels, car je rappelle que nos bibliothécaires sont de grands professionnels. Ils sont, je vais prendre le cas de notre médiathèque départementale, ils ont un secteur d'acquisition, et quand ils achètent les livres, ils sont animés par ce souci de neutralité, de laïcité. On reviendra sur cette notion de neutralité et laïcité, mais j'ai envie de vous interrompre pour vous poser une question. Est-ce que tous les livres sont à mettre entre toutes les mains, par exemple ? Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez acheté ou pas, mais est-ce que vous pourriez, si ce n'est pas le cas, acquérir l'édition commentée de Mein Kampf ? C'est une vraie question. Nous pourrions... Elle est en vente libre, à ma connaissance. Oui. Elle est annotée avec des avertissements. Je ne suis pas sûr qu'on la laisserait en évidence à la médiathèque. Si elle nous était demandée, naturellement, on pourrait la fournir, mais avec toutes les précautions d'usage sur ce livre qui est quand même, rappelons-le, à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à l'origine de la Shoah. Et de la Shoah, naturellement, qui va avec la Seconde Guerre mondiale. Si je n'oublie pas les 6 millions de victimes, c'est évident. Donc, ça veut dire que je pense que ce livre est plutôt destiné à un public de chercheurs, à un public d'historiens, plutôt qu'au grand public, ce qui implique que si nous l'avions, nous ne l'avons pas, parce que jamais personne ne nous l'a demandé d'ailleurs, mais si nous l'avions, on l'entourerait de beaucoup de précautions. Donc en quoi la loi Robert aujourd'hui renforce la lecture publique, permet de davantage valoriser la lecture publique ?
elle renforce la lecture publique, notamment pour les médiathèques départementales, dont c'est la première fois qu'une loi dit que c'est une compétence obligatoire des départements qui ne peuvent pas ne pas avoir de bibliothèque ou de médiathèque départementale. Je voulais dire qu'il y avait un certain nombre de départements qui... Un certain nombre, non, mais un, oui, qui avait supprimé sa médiathèque départementale pour en faire une médiathèque numérique, Téléson, autant que je me souvienne. Et là, il fallait quand même... c'est une compétence obligatoire des départements, contrairement aux communes qui n'ont pas de compétence obligatoire en matière de bibliothèque publique. Elles peuvent en créer, comme elles peuvent ne pas en créer. Elles peuvent aider une bibliothèque associative, voire fournir des subventions à un réseau de bibliothèques qui ne dépend pas de la puissance publique. Mais les bibliothèques départementales, c'est une compétence obligatoire au même titre que les collèges. Donc, voyez-vous, quand vous dites le livre, on n'est pas très loin de la culture et de l'éducation, mais quand on associe la médiathèque départementale, compétence obligatoire du département, et les collèges, compétences obligatoires du département, on fait un lien évident. Et nous avons, nous, des actions. Et je précise que nos actions, nos animations avec les collèges se font toujours dans les médiathèques. Nous n'allons pas dans les collèges. Nous faisons venir les collégiens dans les médiathèques pour leur expliquer qu'elles existent, qu'ils doivent les fréquenter, qu'ils y trouveront des livres, dont les mangas dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous avez pu mesurer l'impact. Il y a un effet d'entraînement. Il y a un effet. On le mesure. Ouais, vous connaissez, vous êtes un fin spécialiste de l'éducation, vous savez que le collège a une zone de sectorisation importante. Toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne et parfois les collégiens n'ont qu'une hâte, c'est de repartir le soir et il n'y a pas de bibliothèque chez eux. Donc c'est plus compliqué à mesurer. Mais chaque fois qu'il y a une animation et que je suis présent ou mon adjointe Marie-Christine Dahéron est présente, on pose la question qui est déjà venu, qui connaît les médiathèques, et on s'aperçoit dans les 6 ans où j'ai été à la médiathèque, que le nombre grandit. Pas dans des proportions extraordinaires, mais ça grandit. Et ça nous satisfait, ça nous ravit de voir que les adolescents viennent. Parce qu'avant, ils viennent avec leurs parents quand ils sont enfants. C'est un peu un public captif. Et puis, il y a cette coupure du collège sur lequel on insiste beaucoup. Donc justement, le public pour revenir adolescent. à la loi Robert, vous invitez Sylvie Robert début mars, avec une journée qui sera consacrée à la lecture publique. Sous toutes ses formes, j'allais dire. On l'invite, alors ça se fait avec le sénateur Olivier Jacquin, un sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui est son collègue au Sénat, donc ça facilite. Et puis la présence de Chénès Kerouni, la présidence du conseil départemental, et de Sylvie Duval, vice-présidente en charge de la culture et donc de la médiathèque. On a ensemble travaillé un programme qui représente la lecture publique. Le matin, Réméréville, milieu rural, petite commune, 500 habitants, grosso modo. Et pour que ça fonctionne, je le dis toujours et on le vérifie, des élus qui sont attentifs à la lecture publique, des bénévoles enthousiastes. Et la maïeutique se fait tout de suite. Et nous avons à Réméréville, vraiment, c'est ce symbole d'un fonctionnement. Un simple exemple, on fait une opération sur le mois du film documentaire, 40 personnes dans la salle. Quasiment 10% de la population, c'est assez exceptionnel. L'après-midi, Toul. Pourquoi Toul? Milieu urbain. Peut-être mon cœur penche un peu à Toul aussi, c'est vrai. Mais milieu urbain, bibliothèque dynamique, médiathèque j'allais dire de pays, en ce sens elle joue un rôle de centralité, même si elle est médiathèque communale, municipale, mais elle joue un rôle de centralité et c'est des points importants dans un département. Il y a 3 collèges, les lycées, qui fréquentent cette médiathèque. Et puis, le soir, surtout, alors là, je vais me permettre ce clin d'œil, l'heure de gloire de la médiathèque départementale avec l'organisation d'une table ronde autour de Sylvie Robert, avec un représentant, enfin une représentante, notre collègue Liliane Demangeon, qui est la représentante de l'ABF. Alors, l'ABF, c'est l'Association des bibliothécaires de France, hein, pas l'architecte des bâtiments de France, comme on aurait pu le croire. Et puis un représentant naturellement de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et puis on recherche un représentant de Médial, l'organisme de formation des bibliothécaires. Voilà le panel avec naturellement le sénateur Jacquin en monsieur loyal, j'allais dire. Voilà. Et une assistance qu'on espère nombreuse entre des élus locaux, des bénévoles, des professionnels,
Parce que si j'ai bien de la compris, il faut lecture déjà publique. sensibiliser les élus, notamment les élus locaux, puisque vous le rappelez, bibliothèque, c'est pas une compétence obligatoire pour les... Enfin, la lecture publique n'est pas une compétence obligatoire pour les... Non, mais je dois dire, comme Meurthe-et-Moselle, pour avoir traversé avec mon adjointe Marie-Christine Dailleron le département de Longwy à Ciré-sur-Vesouse et de Pont-à-Mousson à Toul, en passant par Lunéville, Briey, eh bien, nous avons la chance d'avoir des élus très réceptifs à la notion de lecture publique, très engagés. Le dernier en date, par exemple, c'est le maire de Custine, qui, à peine élu, dit « Voilà, notre médiathèque a 20 ans, il faut maintenant la rénover, la réhabiliter », et qui fait un investissement conséquent. Mais c'est aussi le maire d'Haraucourt, petite commune de 450 habitants, qui dit « Écoutez, moi je voudrais relancer ma bibliothèque, je vais mettre un coup de peinture, je vais refaire le sol, je vais changer l'éclairage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Eh bien, on va changer vos collections. » Voilà, c'est plusieurs exemples. Le dernier exemple en date, c'est Ciré-sur-Vesouse. Je vous cite des communes qu'on n'a pas l'habitude de citer en matière de lecture publique. On Et parlera de appuyé Vendeur sur ou de Lapsou. des bénévoles, donc ça me renvoie à la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que le bénévolat en faveur de la lecture publique, ça relève de l'engagement citoyen ? Je sais que vous êtes très attaché à la notion d'engagement citoyen. Mais bien sûr que ça relève de l'engagement citoyen, le bénévolat, mais que ce soit en faveur de la lecture publique ou en faveur des Restos du Cœur ou en faveur du secours populaire, peu importe. Moi, je pense qu'un citoyen engagé, il n'est pas forcément engagé dans la vie politique, mais il est forcément engagé dans la vie publique. La citoyenneté, quelle est votre définition de la citoyenneté alors où on dit que l'intérêt qu'il y a général plutôt avant un l'intérêt rabaugrissement, particulier. quoi. L'intérêt général Ouais. avant l'intérêt particulier. C'est ça, c'est savoir qu'on n'est pas tout seul dans son quartier, dans sa maison, dans sa commune, et que d'autres peuvent avoir besoin de nous. Et lié à la citoyenneté, en particulier en France, c'est la notion de laïcité. Pour vous, quel est le... Alors, effectivement, la notion de laïcité, comment la définir ? C'est celle du respect de toutes les croyances. C'est la liberté de conscience. Voilà, faut pas chercher plus loin. Et je vais recommander, vous m'avez parlé d'auteur tout à l'heure, de livre, le dictionnaire de la laïcité du philosophe Henri Pénard-Ruiz. Voilà. Si on veut aller jusqu'au bout sur la laïcité, qu'on aille lire ce dictionnaire de la laïcité. Je l'ai recommandé à un certain nombre d'amis qui m'ont tous dit tu as bien fait. Bon, ça me conforte. Je vous le dis Effectivement, aujourd'hui. je connais ce livre, c'est une référence. Donc au moins, on aura cité un livre de référence dans cette émission. Votre avis de citoyen, vous êtes aussi père de famille, hein, vous avez conduit vos enfants à l'école. Quel est le regard que vous jetez sur le système éducatif, justement, aujourd'hui là ? Si vous demandez aux citoyens, je serai sévère. Si vous demandez aux fonctionnaires que je suis, j'ai un devoir de réserve. Vous avez un Ça veut devoir tout de dire. réserve, mais vous savez avoir la parole libre également. Donc, Oui, la parole. Je pense que j'ai comme référence deux grands ministres de l'Éducation, enfin que je considère comme deux grands ministres de l'Éducation. Le premier, c'est Jean Zay. Je pense que Jean Zay, si la milice et le régime de Vichy ne l'avaient pas assassiné, aurait été un des plus grands hommes politiques d'après-guerre. Et le second, c'est Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il a eu le mérite, à mes yeux, de redonner les valeurs essentielles, hein, savoir lire, écrire, pourtant, compter. Je vais vous couper là-dessus, Dominique Pocro. Je vais vous apporter la contradiction. Les spécialistes d'éducation trouvent que finalement, Chevènement n'a pas fait grand-chose pendant ces 2 ans. Oui, je l'ai lu aussi. Oui. D'abord, je rappelle qu'il arrivait après Oui, une crise de aussi. l'éducation, la démission de Savary, le grand Spulen pour les plus anciens d'entre nous, Ouais, le c'était service public universel laïque de l'éducation nationale, 80, qui avait animé tous les cercles laïques de l'époque, et qu'il avait pour mission d'essayer d'apporter un peu de calme et d'apaiser les passions. Ensuite, il a quand même, je rappelle qu'il a eu un secrétaire d'État à l'enseignement technique qui s'appelait Roland Caraz, Oui. et qu'on a développé aussi l'enseignement Qui est professionnel. ancien dont- député maire de Chenauve à côté Tout de à Dijon. fait. J'ai cru observer d'ailleurs que nationalement, le président Macron rappelait que l'enseignement professionnel est une priorité. Je crois qu'il y a même une ministre, Carole Le Grandjean. ministre hein. délégué, qui dépend à la fois du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est une première. Et moi, ça me ravit parce que j'ai toujours été en but contre le maintien de filières dont on savait pertinemment qu'il n'y avait pas de débouché. Oui, mais est-ce que c'est pas une maladie française au-delà de l'école? Dès qu'on crée un organisme, c'est très difficile de le supprimer après. Oui, c'est vrai. Mais il suffit de voir la polémique sur la carte scolaire tous les ans. On a bien compris. Mais
moi, je crois qu'il faut aller au-delà. Sur l'école, vous êtes plutôt instruction ou éducation? Ah, spontanément, je vous aurais dit instruction. Ouais, mais... Ministère de l'Instruction, Jules mais Ferry. est-ce que c'est pas un mixte Si. Jules Ferry était plutôt éducation avec Ferdinand Buisson, qui a fait un mixte entre Condorcet et Jules Ferry. Oui, Non. mais Est-ce que aujourd'hui l'école française, c'est l'une des plus inégalitaires, si ce n'est la plus inégalitaire au sein de l'OCDE? Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a eu des choix que je trouve, moi, personnellement, pas très heureux. Par exemple vous me poussez dans mes retranchements, mais je vais le dire clairement, je pense que le collège unique n'est pas un bon choix. C'est la fausse bonne idée. On devait faire, comment dirais-je, élever une classe d'âge. Au contraire, j'ai le sentiment, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, mais j'ai le sentiment qu'on nivelle par le bas plutôt qu'on élève. Et ça me gêne un peu. Je pense que, je vous ai parlé de Chevènement, je pourrais vous parler de la méritocratie républicaine dans le même esprit. Tout à l'heure, j'ai évoqué les concours. La fonction publique, c'est bien cela aussi. Permettre à chacun, en fonction de son travail, d'évoluer et d'avancer, de progresser à la fois dans ses connaissances, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et c'est ce en quoi je pense que l'effet de masse de l'école est aussi problématique, parce que tout le monde n'est pas fait du même bois et que c'est difficile d'avoir une attitude pour chacun des scolaires. Je pense que le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit Blanquer, qui a été beaucoup décrié, ou Pape Dieye, s'y attaque. Moi, j'en suis ravi de voir qu'on s'attaque à cette priorité. Avec de fortes résistances. Mais bien sûr. Mais tous les ministres de l'Éducation nationale se sont heurtés à de fortes résistances. Sans doute le pire poste ministériel. Il y a eu un temps, c'était l'agriculture. Maintenant, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être très simple, l'agriculture. Non avec plus, les insecticides en ce moment. Oui, mais ça, c'est l'écume des jours. Bon. Maintenant, on va passer à des questions plus personnelles, classiquement, avec un petit jingle. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Pour boucler la boucle de cette émission qui est vraiment du vrai direct, du pied levé. Et improvisé au pied levé. Le questionnaire de Proust que j'avais préparé pour le précédent invité, mais qui collera très bien aussi à votre personnalité, je pense, vous me le direz. Je vais commencer par vous demander votre principale qualité. Ma principale qualité, la fidélité. Votre principal défaut? L'impatience. L'impatience, c'est une forme de vulgarité, quand vraiment c'est très impatient. Votre couleur préférée? J'ai très longtemps aimé le jaune, mais maintenant je crois que c'est le rouge. Votre espoir le plus fou? L'élimination de la pauvreté dans le monde, c'est évident. La paix dans le monde. Votre crainte la plus forte? La crainte. Tout le monde parle d'une 3e guerre mondiale. Moi, la crainte d'un fou furieux qui, effectivement, possède l'arme atomique. Et dont le nom commence par un P. Et finit par un E. Votre auteur préféré? Mon auteur préféré? Si je vous dis Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est votre choix. Votre personnage historique préféré? J'ai parlé de Jean Zay. Je parle que Jean Zay est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Le mot que vous détestez le plus dans la langue française? À l'heure d'aujourd'hui. Oui, qui a un double. Oui, qui est un double. Et l'expression ou l'aphorisme qui a vos préférences? Allez, on y va. En avant. Vous avez exercé différents métiers très, très, très divers. Est-ce qu'il y a un métier que vous n'avez pas exercé que vous auriez bien aimé exercer? Bien sûr. Lequel? Serviteur de la République, préfet. Dominique Pocrot, on va vous poser la question que je pose aussi à tous les invités. C'est la question surprise. Ce que vous n'avez jamais dit publiquement jusqu'à présent et que vous auriez envie de dire dans cette émission.
C'est un peu culotté de ma part de poser cette question, mais j'ai parfois des réponses assez surprenantes, assez drôles. Un grand sensible qui se cache derrière un humour parfois pas forcément adapté aux circonstances, mais cacher ses sentiments. Dominique Pocro, merci beaucoup pour votre participation, votre franchise, votre passion. J'aime bien inviter des personnalités passionnées, et qui sont souvent passionnantes en l'occurrence. Et on terminera par une musique que j'avais initialement prévue, mais que j'ai choisi de maintenir. C'est School Days de Chuck Berry. RCN, www.rcn-radio.org